Xavier Hofer, on est en 2021, on est un an des présidentielles. S'il est peut-être trop tôt pour tirer un bilan de la Macronie, on peut toutefois tirer un premier bilan, celui de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, entre communication choc et action relative. Finalement, est-ce que Gérald Darmanin est un bon ministre de l'Intérieur avec un peu de recul? Il ne peut pas l'être, même s'il avait l'étoffe pour l'être, ce que je ne sais pas, puisqu'on n'aura pas l'occasion d'en juger. Le facteur temps l'écrase complètement. La machine gouvernementale, la machine ministérielle la plus lourde, la plus extraordinairement lourde et la plus intraitable de toute la République française, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est 3 ministères en un. C'est le ministère de la Sécurité, c'est le ministère de l'Administration territoriale, les préfets, tout ça, et c'est le ministre des Cultes. Un seul de ces ministères sera déjà beaucoup pour les épaules d'un seul homme. Là, 3 ensemble, avec en plus un ministère qui n'a jamais été réformé, dans lequel les couches se sont superposées comme dans les lasagnes, ou comme, imaginez ce que vous voulez, comme superposition de couches, comme ça, depuis des décennies. On ne touche pas au ministère de l'Intérieur en France, on n'y a pas touché. Et ce ministère de l'Intérieur, non seulement il est difficile à piloter, non seulement il est très lourd et très lent, mais en plus de ça, il est fragile. Enfin, non seulement, mais peut-être de ce fait, il est fragile. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un ou deux ministres de l'Intérieur un peu, vous voyez, moyen, médiocre, autre chose que des visionnaires, etc. Et le ministère ralentit et menace de s'arrêter. Alors, il y en a un, son successeur a une tâche très difficile parce qu'il faut qu'il tape sur un âne à moitié mort pour le faire se relever et redémarrer. Mais imaginez, vous avez en tête la succession de tocards qu'on a eu comme ministre de l'Intérieur successivement. Enfin, vous voyez la liste, c'est horrible, quoi. Depuis quand ça a commencé avec qui la série des tocards? Mais la série des tocards, elle démarre à partir du moment où on met Cazeneuve. Cazeneuve qui est un petit roquet qui aboie, qui est un lâche, dans le sens où il engueule les grands cadres du ministère de l'Intérieur, les grands flics, et quand il y a un flic qui dit « mais ça va pas se passer comme ça », stop, il disparaît, et puis voilà. Donc c'est pas un héros. Par la suite, vous avez vu Castaner, quoi. Enfin bon, qui est un pitre, lui, un authentique pitre. Alors, une succession comme ça à la tête du ministère de l'Intérieur, le successeur, il a un boulot d'enfer. Il lui faudrait déjà 1 an et demi à 2 ans avant de reprendre la boutique en main. J'ai connu très bien un préfet qui était socialiste, qui avait été le préfet chargé de la sécurité de Michel Rocard, qui était un type sympa, qui n'était pas sectaire du tout, donc on s'aimait bien, on parlait ensemble. Il m'a dit, l'arrivée de Sarko au ministère de l'Intérieur après Daniel Vaillant, le poivreau, vous savez, celui, il y avait des mains courantes au commissariat du 18e parce qu'il battait sa femme. Et puis son successeur, qui était le fils de Bray, qui était moyennement... Enfin, les Anglais ont une expression qui est très jolie dans ces cas-là. Ils disent « ça n'est pas l'ampoule la plus brillante du lustre ». Vous voyez ? Voilà. Donc, à la suite de 2 ministres de l'Intérieur comme ça, Sarko, pendant 1 an, mais c'était du 20h sur 24, simplement pour faire redémarrer la machine. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, revenons-en à Darmanin, il a hérité d'un ministère de l'Intérieur dans lequel on avait inventé des calembredaines qui ne tiennent pas la route, comme par exemple la déradicalisation. Vous savez, vous imaginez ce que c'est que de changer ce que les gens ont dans la tête? Déjà des gens normaux, on ne parle pas de fanatiques. Bon, alors, des âneries comme ça les unes après les autres, et Castaner en boîte de nuit, etc. Donc, à la suite de quoi vous avez, pour Darmanin, je ne sais pas, pour ce garçon, une sympathie extrême, hein, mais malgré tout, il n'a pas la tâche facile. Entre maintenant et le début de la partie la plus active, la plus dure de la campagne présidentielle, si jamais aujourd'hui il commence le boulot, vous savez, quand on s'attaque à une tâche très dure,
quand le médecin vous soigne parce que vous avez la fièvre, quand on répare votre voiture, il y a ce qui s'appelle le phénomène de la courbe en J. Ça va toujours un peu plus mal avant d'aller mieux. Eh bien là, s'il tape dans le dur aujourd'hui, le bas de la courbe où ça sera le plus horrible et que ce sera le désordre avant l'ordre, ça tombe juste au moment de la campagne présidentielle. Il est paralysé. Donc il ne peut faire que du showbiz. Et le showbiz qu'il fait, eh ben, il ne l'a pas bien choisi parce qu'on peut faire du showbiz intelligent, mais le showbiz qu'il fait ne l'est pas. La question, en fait, c'est pas est-ce que Darmanin est bon ou pas. La question, c'est qu'en fait, on ne pourra jamais le savoir parce qu'il ne peut rien faire, en réalité. Voilà. Alors, parmi les choses qu'il fait qui sont de l'ordre, comme on dit, dans les hôpitaux du soin palliatif, il y a le fait de dire on va lutter contre le trafic de drogue. Voilà. Alors, lutter contre le trafic de drogue, ça consiste à vider l'océan avec une petite cuillère. L'année dernière, c'est-à-dire 2020, où M. Darmanin était déjà en fonction, en grande partie, on a saisi en France 96 tonnes de cannabis. On a confisqué 96 tonnes de cannabis. La France consomme chaque année entre 30 et 35 tonnes, entre 30 et 35 000 kilos de cannabis, de hashish, de marijuana, appelez ça comme vous voulez, par mois. Voilà. Donc, saisir 96 tonnes de 4 000 à 4 500 tonnes, relève à prélever sur le trafic de cannabis un impôt de 25 à 26%. C'est moins que l'impôt que sur les sociétés. Quand vous êtes dans la tranche supérieure de l'impôt sur les sociétés, vous payez 33% d'impôt, ou 30%, je ne me souviens plus, en tout cas moins. Donc naturellement, ça ne dérange pas les narcos. Quand on sait que le trafic de stupéfiants, en moyenne, a un taux de profit de 50%, chaque année, les narcos, chaque année, tous les ans, c'est répétitif, se mettent dans les poches, entre les petits dealers, les moyens, les têtes de réseau, etc., à peu près 1,2 à 1,4 milliard d'euros par an. Ok, ça va un peu plus mal pendant 6 mois parce que Darmanin s'excite, on attend et puis on reprend après, quoi. En plus de ça, alors première erreur, on vide l'océan avec une petite cuillère. Deuxième erreur conceptuelle, le fait de s'en prendre au point de deal. M. Darmanin nous prétend qu'il y en a 4000 en France et qu'il en a déjà fermé 1000. C'est absurde. Ce ne sont pas des supermarchés en dur avec des portes, des caisses enregistreuses et des caissières, quoi. C'est pas ça du tout. Ce sont des caves, ce sont des couloirs, ce sont des entrées d'immeubles. Et récemment, le président de la République a été montré qu'il était là et qu'il se battait pour la ville, etc. Alors il a été à Nîmes. Il a été à Montpellier. Il a été dans un des quartiers de Montpellier qui s'appelle la Paillade, et donc il a été sur le point de deal qui s'appelle Paillade Nord, parce qu'il y en a un autre au sud aussi, et là il a dit oui, le trafic de drogue c'est fini, vous voyez, on a fermé le truc. Les habitants ont dit à un journaliste du Figaro qui l'a répété que les types avaient été 100 mètres plus loin et qu'ils ne s'étaient même pas arrêtés de dealer pendant que Macron faisait son discours. Ok, ils ont été 100 mètres plus loin. Alors voilà, quand on essaye de réprimer la criminalité, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On la déplace. La criminalité est fondée sur ce qui s'appelle l'effet de déplacement. Si je ne peux pas attaquer les banques, je vais attaquer les chambres fortes des supermarchés. Autrement, je vais chez les petits vieux et puis je leur chauffe les pieds jusqu'à ce que je leur pique leurs économies. La criminalité ne s'arrête pas quand on la réprime, elle se déplace. Alors manifestement, M. Darmanin ne le sait pas et c'est ça son drame parce qu'à l'heure actuelle, il excite des gens, mais en réalité, il calme rien. Faire du coup pour stopper, pour endiguer cette criminalité, du coup, si elle ne fait que se déplacer? Alors, si elle ne fait que le déplacer, il faut voir d'abord où elle est le plus fréquemment. Où elle est, pour reprendre la célèbre formule philosophique, d'ordinaire et le plus souvent. D'ordinaire et le plus souvent, comment repère-t-on où sont les criminels d'ordinaire et le plus souvent? Il y a 2 critères qui permettent de le faire. Tous les criminologues le savent, je ne suis pas en train de vous révéler un grand secret. C'est basique ce que je vous dis. Les criminologues savent qu'il faut repérer quand... si on peut utiliser l'image, l'animal s'agite, quand il bouge, quand il grouille, quand il se passe quelque chose. Comment repère-t-on ça? Eh bien, par exemple, il y a 2 critères qui permettraient très bien, très vite,
très rapidement. Il suffit de faire remonter les bonnes informations. Ce que je vous dis, la police le sait, bien entendu, mais comme on leur demande pas trop, eh ben, naturellement, ils gardent ça pour eux. C'est où se passent les émeutes anti-flics. C'est-à-dire quand il y a une trentaine de types qui s'ameutent, qui font des guet-apens, qui tirent les mortiers d'artifice, qui jettent des cocktails Molotov, qui maintenant tirent des fois des balles, hein, ça arrive, récemment encore, dans un certain nombre de métropoles ou dans la périphérie des grandes villes. Ça se produit à Lyon, ça se produit à Bordeaux, ça se produit à Grenoble, ça ne se produit pas à Marseille, parce que là, le contrôle criminel sur les quartiers nord est tel que ils n'ont plus personne à chasser parce que plus personne les gêne, quoi. Donc, mais partout ailleurs où il y a cette espèce d'agitation anti-flic qui n'est pas du folklore, qui n'est pas du sport. On a des endroits, nous, les criminels, où on fait notre boulot, où on fait notre business. On ne veut pas que les flics soient sur notre dos. OK, on les pourchasse parce que en France, il y a toujours une élection à un moment donné. Alors le préfet appelle le commissaire, cher ami, c'est pas le moment, vous voyez, un peu de calme, etc. Donc après ça, ils sont tranquilles pour faire leur business et pour vendre leur drogue. Et alors ça, c'est le premier critère, c'est où y a-t-il des émeutes et quand y a-t-il des émeutes. Pendant l'année 2020, nous avons fait une grande étude à partir de notre base de données. Il y a eu 187 nuits avec une ou plusieurs émeutes, mais une au minimum en France, une nuit sur deux en 2020. Une nuit sur deux, 187 nuits où on peut établir, prouver que au moins 10 jeunes gens cagoulés ont tiré des mortiers d'artifice sur des flics, les ont attirés dans des embuscades, les ont pourchassés, etc., ou des pompiers, enfin les forces de l'ordre, quoi, les gendarmes. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, qui est encore plus précis et plus subtil, quels endroits en France voient des mâts sur lesquels il y a des caméras de vidéosurveillance, vous savez, être abattus. Pourquoi des voyous utilisent des disqueuses thermiques ou des trucs, alors parce que les poteaux, ils font 20 mètres de haut des fois, et puis il y a des caméras assez précises, c'est naturellement à proximité des lieux de deal. Vous mettez une caméra sur les Champs-Élysées, personne ne va venir la tronçonner, évidemment. Donc si vous voulez savoir où les voyous sont, eh ben vous le savez en repérant les uns après les autres les endroits où les caméras de vidéosurveillance sont abattues. Avoir cette carte-là vous donne la carte de France des endroits où les voyous sont chez eux. Eh bien, une fois que vous savez tout ça, en croisant le critère émeute et puis le critère abattage de mâts de vidéosurveillance, vous avez la carte de l'endroit où sont les voyous, vous allez les chercher et puis vous les arrêtez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Darmanin ne peut pas le faire parce que imaginez-vous que les chers petits anges ne vont pas quand même comme ça se rendre en disant, mettant les poignets en avant en disant arrêtez-moi, j'ai péché. Mais bien entendu, ils vont se débattre et donc pendant qu'ils se débattront, ça ira un peu plus mal avant d'aller mieux. Et là, ça sera juste au moment où Macron essaiera d'expliquer que c'est le plus grand, que c'est le plus beau et qu'il a tout réussi. Donc, Darmanin ne peut pas le faire.